La confusion du message et du messager, l'art de la manipulation des mots. Bonjour chers web spectateurs, bienvenue de nouveau sur la chaîne Freedom UFO. Vous êtes au bon endroit pour comprendre le sujet qui va venir. Je vais vous présenter le sujet de mon nouvel article qui est crucial pour comprendre les tenants et aboutissants de cette réalité. Il s'intitule « La confusion du message et du messager, l'art de la manipulation des mots ». L'art de la manipulation des mots passe par l'énergie et la vibration des paroles ou écrits relayés par les messagers de la bonne parole que leur cible réceptrice attend de recevoir. Il est très important d'avoir pris connaissance de deux de mes précédents articles avant de s'avancer plus profondément dans celui-ci, mais vous pourrez le faire à la fin de cette vidéo. L'OPC, l'opposition contrôlée, le nerf de la guerre, et les grandes causes, et bonnes causes du cause toujours. Combien de fois nous a-t-on déjà répondu de la part des naïfs, soit totalement bernés, soit ivres de leurs idéologies issues de mouvances douteuses et nauséabondes, totalement fascinés par leurs faux sauveurs et vendeurs de faux espoirs, quand vous remettez en question la validité des bonnes intentions de leurs chers messagers vénérés par eux. Mais il, elle, dit des vérités. C'est le message qu'il faut voir, pas le messager. Si ça peut réveiller quelques personnes, c'est toujours ça de prix. Mais réveiller qui et à quel prix pour servir quelles énergies? C'est la question cruciale sur laquelle il faut se pencher. Les prophètes et gourous, tout comme les faux sauveurs, le fourvoyeurs des bonnes causes, porteurs de la bonne parole détournée, ont sillonné et sillonnent notre histoire, nos écrans, nos réseaux sociaux et nos vies en nous matraquant de leurs messages. Le signe distinctif de tous ces messagers, agents relayeurs de messages tronqués et orientés, pour les repérer facilement, c'est la fameuse langue de bois et le double langage. Ils vont tous poser des limites repérables à leurs messages, leurs discours, des limites à ne pas dépasser, des sujets tabous à surtout éviter, ne pas aborder pour ne pas fâcher leurs commanditaires ou mettre la puce à l'oreille de l'auditeur ou du lecteur de leurs messages surboostés dans les recommandations et les statistiques de visibilité pour toucher le plus grand nombre. Ils ont pignon sur rue, pour certains à la télé mainstream, la plupart ont des tribunes et des micros grand public érigés pour eux, que ce soit au rassemblement de masse de dissidents ou dans des documentaires chiadés et bien financés, où l'on voit qu'une machine de guerre est en marche à leur service pour les rendre le plus visionnables et crédibles possible. Ils ont généralement le chic, le talent et surtout le soutien du système pour se victimiser. Certains vont même jusqu'à organiser leur propre arrestation, leur harcèlement ponctuel par la justice, ce qui par ailleurs porte préjudice aux vrais résistants réellement poursuivis et victimes d'abus de pouvoir de la magistrature franc-maçonnique au service de la République eugéniste sans limite. Cet article, évidemment, ne s'adresse pas à celles et ceux qui considèrent que toute information officielle, BF Merde, LCI, CFake News, France Infox, etc. est la seule vérité inaltérable et incontestable, ni celle des médias dits alternatifs qui font du chiffre à chaque publication qui sont mises en avant par les bots de recherche. RFK, Junior, Snowden, Assange, Sud Radio, Berkoff, le sioniste, Boutry, Idrissa Berkane, le franc-mac Poulain Nathalie, Didier Gardasil Raoult et Fouché, les fans de la Fondation Mérieux, Jean-Dominique Michel, Christian Perron, pareil, Gardasil, Alexis Cossette, Antoine Cutita, les fans de Trump, Silvano Crota, Alexandra Orion-Caude, Philippot, Dupont-Gnagnan, Asselineau, Bob Belanca de BTLV, Juvin Brunet, Candace Owen, Diallo, Stéphane Cuvelier, Musk, Hanouna, Dimitri Legrand, Philippe Guillemant, etc. Plutôt que de vous donner tout cuit des liens et des sources pour aller vérifier mes infos que vous n'irez même pas ni croire, pour certains ni vérifier par vous-même, je vous donne quelques noms de cas d'école à creuser quand même sur ces psyops judiciaires. Fourtillan, Rémi Daillet-Widman, Alain Soral, Dieudonné, Damien Tarel, quelques meneurs gilets jaunes, acteurs de crise, Olive, Francis Lalanne, etc. Ils sont légion. Et ils ne leur donneront pas officiellement la Légion d'honneur parce que ce sont des agents sous couverture qui sont là pour tromper grossièrement les neuneux, toujours en quête de rôle modèle et de héros préconisés par Albert Pike.
En ces temps apocalyptiques d'urgence au niveau de l'état des lieux planétaires, ceux qui croient encore que Trumpet et son pote Poutine vont leur apporter la paix mondiale sont de réels attardés mentaux, qui font semblant d'afficher un optimisme à toute épreuve du réel manipulé à outrance par l'inversion et bottent en touche dès qu'il s'agit d'argumenter factuellement sur les bonnes actions de leurs héros fabriqués par la prédation. Vos messagers sont aussi pour certains les califes du système, nés et formés, moulés par le système lui-même. Ancien chef du KGB côté russe, devenu FSB par la suite, Poutine remplacé par un clone selon son ex-femme, de l'autre Trumpet, un ancien mafieux des casinos d'Atlantic City, qui l'a ruiné, le pire mage noir et antéchrist de l'histoire et acteur de télé-réalité, le soutien le plus affiché et haut placé du sionisme talmudique messianique, à la tête du QG militaire mondial du NOM, même s'il n'est qu'une marionnette théâtrale qui ne décide de rien, tout comme notre Jupiter national, agent et bâtard des Rothschild, missionné par BlackRock, Vanguard et le WEF, pour finir le travail de démolition contrôlée de l'entité commerciale nommée France, en passe de se transformer en Titanic. On arrive à un niveau de discernement pour débiles profonds qui nous vendent encore et toujours du trust planned, faites confiance au plan, dans la dissonance cognitive la plus énorme, tandis que tout accord de pseudo-paix factice est conclu de façon unilatérale pour bénéficier aux intérêts des pires criminels de guerre de la planète. Ça fait des années de promesses avec tout l'inverse en toile de fond réelle. La guerre c'est la paix et la paix factice c'est la guerre en continu pour ces démons. La preuve est dans l'application de leur plan sur le terrain. Tous ces apôtres du mais, je les connais personnellement, ces gens accusés à tort et sans preuve, utilisent le double langage en retournant l'arme du discernement contre ceux qui dénoncent ces tactiques d'infiltration du message par les messagers, agents de la matrice, directement inspirés de la stratégie bolchevique de l'opération Trust. L'opération Trust, tout d'abord le mot trust, confiance en français, est particulièrement apprécié de nos dirigeants. Voici quelques exemples où l'on retrouve ce mot orwellien. In God we trust, en Dieu nous faisons confiance. Des trusts dans l'économie, des trusts dans l'informatique, l'école de la confiance. Vous avez compris le principe? Le serpent vous dit ayez confiance. Ceci dit, revenons au sujet qui nous intéresse. Laissez-moi vous parler d'un des plus grands pots à miel de l'histoire. L'opération Trust. Trust est une opération psychologique qui a eu lieu dans les années 1920 lors de la prise de contrôle soviétique par les communistes. Le but de cette opération secrète, identifier et neutraliser la résistance. Cette opération de contre-espionnage bolchevique fut menée de 1921 à 1926. Elle visait principalement à neutraliser toute opposition éventuelle. Il s'agissait de dénicher les résistants en créant la fausse rumeur qu'un groupe puissant de chefs militaires s'était organisé en catimini pour stopper la prise de pouvoir des communistes. Vous pouvez voir ici une ressemblance frappante avec QAnon et Trust Plan. En s'appuyant sur les influenceurs des réseaux sociaux pour créer une opposition contrôlée, cette opération nous fait miroiter l'existence d'une puissante organisation anti-mondialisme. On ouvre le pot à miel et on attrape toutes les abeilles qui s'y collent. Êtes-vous tombé dans le panneau? Parfois, il faut tuer l'ego pour l'admettre. Vous pourrez lire de mon article un extrait de l'opération Trust des pages 13-14 du livre du transfuge soviétique Anatoly Golitsyn. La carte Trump, la Trump Card, la grande trumperie de la carte atout. Trumper son monde, l'autoproclamé père des vaccins qui a contribué avec son opération Warp Speed à trucider, mutiler et stériliser une grande partie de la population américaine, tandis que sa communication contradictoire tente de le faire passer pour un anti-vax, même s'il blâme le Tylenol comme cause d'effets secondaires comparables à ceux de ses précieux vaccins. You know what? I believe totally in your freedoms. I do. You got to do what you have to do. But I recommend take the vaccines. I did it. It's good. Take the vaccines. But you got, no, that's okay. That's all right. You got your freedoms. But I happen to take the vaccine. If it doesn't work, you'll be the first to know. Okay? Même tactique que RFK Jr. Ces deux-là se félicitent avec Bourla chez Pfizer de leur accord pour soigner le cancer qu'ils ont provoqué et accéléré en masse avec leur poison. T'as Trump qui fait cet accord avec Pfizer. Donc Pfizer conclut un accord de 70 milliards de dollars avec les États-Unis pour étendre son empire désastreux de l'ARN messager et faire baisser le prix des médicaments. Un accord entre guillemets historique offre à Pfizer une couverture parfaite pour élargir sa plateforme d'ARN messager.
en balayant sous le tapis la traînée de morts et de destruction qu'elle laisse derrière elle. Pfizer s'est vanté et c'est grâce à cet accord, Pfizer peut se concentrer pleinement sur la livraison de la prochaine génération de traitements, dans des domaines comme l'oncologie, l'obésité, le vaccin et l'inflammation et l'immunologie. Après des blessures catastrophiques, des décès et des invalidités liées à ces produits Covid, Pfizer n'est pas puni. Il est récompensé, protégé, propulsé vers une croissance encore plus massive. Voilà ce que je lis dans l'article qui a publié cette vidéo que vous voyez. Donc c'est la douche froide. C'est la douche froide et ça nous interpelle sur nos interprétations, je dirais, bac à sable que nous faisons d'une part de la politique, des élites qui nous gouvernent ou des marionnettes qui nous gouvernent et des enjeux stratégiques. Il pousse la numérisation de la médecine pour mener à la surveillance de masse avec le plan Palantir de flicage des citoyens qui conduira tout droit à l'identité numérique et le crédit social à venir. Un deal de plusieurs milliards de dollars avec l'ami Trump, Pfizer fait la fête et le silence du ministre de la Santé. Pfizer, Trump et le profit avant la vie humaine. Donald Trump, l'antivax, est en excellente santé et s'est fait vacciner contre le Covid-19 selon son bulletin médical. Le président américain âgé de 79 ans avait été vu avec des hématomes sur la main droite, renforçant les spéculations sur son état de santé. Dernière minute, selon Forbes, le président Trump est désormais l'un des plus grands investisseurs en bitcoins de la planète, estimant qu'il possède environ 870 millions de dollars de bitcoins. C'est un stock de bitcoins avec une équipe des services secrets. Vous appelez ça un homme de paix, un homme qui fournit les armes pour détruire Gaza, fait un génocide de masse avec ses complices pour reconstruire Gaza dans son propre intérêt? Palantir ou l'œil de Sauron du monde réel. Vous avez entendu parler de BlackRock, de Pfizer, de la NSA, mais celui dont on vous parle très peu, c'est Palantir. Et pourtant, c'est le cerveau silencieux du contrôle total. L'arme algorithmique de l'élite pour surveiller, classer, prévoir et neutraliser. Palantir, c'est quoi ? Fondé par Peter Thiel, mentor de Zuckerberg, soutien de Trump, transhumaniste assumé, Palantir a été financé dès ses débuts par la CIA via In-Q-Tel. Officiellement, elle fait de l'analyse de données. En réalité, elle ingère vos vies entières, santé, impôts, messages, déplacements, réseaux, opinions. Mais surtout, elle vend à l'armée des systèmes d'IA capables d'élaborer des kill lists, des listes d'exécution. Palantir est déjà opérationnel en Ukraine, en Israël, en Europe, aux USA. C'est une entreprise qui automatise la guerre, la répression, la sélection algorithmique. Et maintenant le puzzle. Jeffrey Epstein, le maître chanteur mondial, a investi 40 millions de dollars dans une société de Peter Thiel. Donald Trump, présenté comme un héros anti-système, a donné à Palantir l'accès total aux données de millions d'Américains. Santé, sécurité, immigration, tout a été centralisé. Elon Musk, l'ami de Thiel et acteur clé de la technocratie mondiale, insinue que Trump est tenu par Epstein. Ce que vous devez comprendre, Palantir, ce n'est pas une entreprise de la tech. C'est une infrastructure de guerre contre les peuples. Une matrice algorithmique qui se prépare à décider qui vit, qui est traqué, qui est éliminé, et ceux qui la pilotent, les mêmes qui prétendent vous sauver. Et pendant ce temps, des influenceurs QAnon, des pages éveillées, des pseudo-lanceurs d'alerte vous disent « Faites confiance au plan ». Trump joue le 5D chess, les échecs en 5D. Tout est déjà gagné, mais ces gens-là vous endorment. Ils nient la réalité, brouillent le discernement, protègent l'image d'un homme impliqué dans l'appareil de surveillance totalitaire qu'il prétend combattre. Ils sont les idiots utiles ou les agents inconscients du nouvel ordre algorithmique. La vérité, c'est celle-ci. Trump a livré vos données à Palantir. Palantir a été financé par les milieux liés à Epstein. Musk joue un double jeu permanent et QAnon vous maintient dans une hypnose spirituelle pendant que la structure se met en place. Ceux qui disent Trust Plan sont les derniers remparts du mensonge. La vraie guerre, c'est celle contre la conscience. Et Palantir, Trump, Musk, Q en sont les soldats, les architectes ou les écrans de fumée. Le génocide, c'est la paix, nous dit Trump. Le génocide, c'est la paix, dit Trump pour féliciter Netanyahou, exemple typique de novlangue dénoncé par George Orwell dans 1984, tout comme l'esclavage, c'est la liberté ou l'ignorance, c'est la force. Deux slogans qui s'appliquent si bien à notre actuelle condition. La phrase « La guerre, c'est la paix » est un slogan du parti dans 1984 de George Orwell et elle illustre le concept de double pensée, double think en anglais.
Ce terme désigne la capacité à accepter simultanément deux croyances contradictoires comme vraies, imposées par le régime totalitaire pour manipuler la réalité et les esprits. 1984, roman dystopique et prophétique, malheureusement nous sommes en plein dedans. Bien davantage hélas que dans le meilleur des mondes d'Aldous Huxley qui avait l'avantage d'anesthésier la souffrance. Loin de vouloir l'anesthésier, ils veulent l'exacerber pour se venger. Mais se venger de quoi ? Qui aurait légitimité à se venger en considération de ce que ces misanthropes ennemis du genre humain, tels que les définissaient déjà les Grecs et les Romains, nous font subir depuis la nuit des temps ? Qu'ils nous prouvent ici et maintenant qu'ils ne sont pas des ennemis du genre humain en revenant à la raison. Pensez-vous qu'ils en sont capables et qu'on peut leur faire confiance? On les définit aussi comme le peuple éthique par excellence. Est-ce un trompe-l'œil illusoire qui trompe son monde depuis plus de 80 ans si l'on se réfère à l'Holocauste, dont on pourrait facilement remettre en question la véracité des chiffres si la censure ne nous menaçait pas, voire plus de 200 ans si l'on se réfère à 1789? Nous fabriquons les meilleures armes du monde, dit le psychopathe, et nous en avons beaucoup donné à Israël. Bibi m'appelait tout le temps, tu peux me trouver cette arme, celle-là et encore celle-là? Certaines, je n'en avais même jamais entendu parler, Bibi, et je les ai fait fabriquer. Mais vous les avez bien utilisées, c'est ça qui a conduit à la paix. La nouvelle prix Nobel de la paix n'est guère mieux au Venezuela. Et l'ancien président américain, prix Nobel Obama, le président américain le plus en guerre en 2 mandats non plus. Tout est inversé dans ce démonde immonde. Dans la cage en forme d'octogone de notre simulation, pour suivre la mode des joutes médiévales en 2025, se joue une guerre silencieuse pour modeler la perception, désamorcer l'esprit critique et réduire la pensée à une suite de réflexes binaires provoqués par les messages scriptés censés nous faire réagir de façon automatique. Le message et le messager sont aujourd'hui confondus dans un brouillard savamment entretenu où la vérité n'est plus qu'une ombre projetée sur le mur d'une caverne médiatique de Platon. C'est l'ère post-vérité, où cette dernière demeure de plus en plus floue au milieu de la confusion entretenue qui a pris racine à l'époque de l'opération Mockingbird de la CIA. Les gens ne savent plus quoi, ni que, ni qui croire, et finissent par ne plus rien croire du tout, même pas en leur bon sens et leur propre intuition, pourtant indispensable en ces temps d'obscurantisme pseudo-dissident et de tromperie universelle. Rappel important du contexte historique, détourné de son sens actuellement par certains pour justifier de croire tous les opposants contrôlés sans aucun questionnement sur leurs intentions et allégeances. L'opération Mockingbird, opération Oiseau Moqueur, est une opération de la CIA destinée à influencer les médias des États-Unis et de pays étrangers. Commencée à la fin des années 1940, ces activités ont été rendues publiques par les investigations de la commission Church en 1975, puis publiées en 1976. Déclassifiée, opération Mockingbird, la guerre froide culturelle de la CIA. Le message polarisé, binaire et dualiste favorise délibérément la fabrique des réalités contradictoires. Dans la communication contemporaine, tout discours est polarisé. Chaque affirmation est livrée avec son miroir inversé, chaque vérité avec sa contre-vérité, comme si la réalité devait impérativement se réduire à 2 camps. Ce n'est pas un hasard, la polarisation est une technique ancienne, perfectionnée par ceux qui savent qu'un esprit occupé à haïr un ennemi n'a plus le temps d'analyser les mécanismes du pouvoir. Cette mécanique crée une illusion de choix, être pour ou contre, croire ou rejeter, suivre ou dénoncer. Tu dois être soit chrétien, soit musulman, soit juif, soit royaliste, souverainiste ou républicain, frère Latruelle, de droite ou de gauche, démocrate ou républicain aux US, soit patriote ou mondialiste. Tu dois prouver ta bonne foi en allant voter pour des camps tout aussi vérolés les uns que les autres via des élections totalement truquées, se partageant le pouvoir de domination et de gouvernance et ne faisant absolument rien avancer du tout pour le bien commun, bien au contraire. Derrière la façade de ces messagers et leurs messages de vérité apparente se dessine la double scène publique et privée. Les discours officiels sont des masques. Les véritables intentions se révèlent rarement devant les caméras. Ce que l'on montre au grand public n'est qu'une chorégraphie soigneusement écrite, alors que les véritables négociations et stratégies se jouent en coulisses. Ce décalage entre la parole publique et la réalité privée est l'un des signes les plus flagrants d'un système qui ne repose plus sur la confiance, qui n'a jamais été là, mais sur la mise en scène. Ceux qui se présentent comme défenseurs d'une cause opposant farouche ou sauveur providentiel savent très bien que l'image prévaut sur le fond. L'authenticité est remplacée par la performance. Et cette performance est calibrée pour séduire, rassurer ou polariser. Jamais pour éclairer.
même ceux qui croient ou prétendent connaître dans la sphère privée des politiques qui leur disent risquer leur vie, leur carrière, leur avenir, leur propre intégrité physique et sécurité à rassembler un maximum de suiveurs en leur rabâchant des vérités qu'on connaît déjà tous, se font enfumer comme des débutants. Être le premier à diffuser et relayer en masse des informations, ça ne s'appelle pas être à la pointe de la dissidence. Ça s'appelle avoir les algorithmes en poupe à son service. Et surtout s'approprier et se réapproprier l'info dite résistante, en s'affichant comme la source principale et unique de celle-ci. Le messager incontournable, dont il ne faut surtout pas questionner les intentions, allégeances et réelles motivations, ni la présence exclusive et privilégiée sur les réseaux d'information alternatives. Ce que les suiveurs inconditionnels de ces têtes d'affiche issues du monde politicien, qui touchent encore des deniers publics de ce même monde corrompu, omettent d'admettre et de garder en mémoire, par dissonance cognitive ou simple collaboration partisane, c'est qu'ils font partie du cirque, du théâtre de l'enfumage permanent. Après avoir mangé à toutes les gamelles, tous les râteliers, ils vous font un mea culpa du genre « j'étais pas conscient comme aujourd'hui, j'ai changé » et blablabla. Ce sont des acteurs professionnels. D'ailleurs, tous les messagers grand public sont des acteurs dans ce Truman Show. Qu'ils soient astronautes, blouse blanche, scientifiques, docteurs de plateau, figures religieuses, experts en tout sur les plateaux télé, politiciens ou journalopes et acteurs de cinéma eux-mêmes ayant tous pactisé avec le malin. Le double langage, l'outil des stratèges du flou, le mockingbird permanent. On mélange et on agite le vrai et le faux. Voir et discerner le réel, ce n'est pas de coller à une étiquette de résistant ou complotiste ou rebelle ou renégat. C'est agir comme un être humain véritable, qui observe toute la mécanique de la manipulation, de l'inversion accusatoire. C'est être connecté à sa conscience, l'incarner, offrir une vision singulière du réel au-delà de ses polarités. Il ne se situe pas dans un camp de résistants avec une étiquette. Voilà ce qui se joue réellement. On peut te classer, te coller des étiquettes pour te piquer de l'énergie. Revenir à soi, à sa propre vision des phénomènes qui nous entourent, me semble primordial. Si l'on accepte l'étiquette, on accepte les polarités. On accepte le combat avec l'autre, et on nourrit l'autre face d'une même pièce. Les deux camps sont dans l'erreur, le retour à la case départ qui ne mène nulle part. Le double langage des messagers est une arme redoutable. Il permet de dire tout et son contraire, sans jamais se contredire officiellement, pour ceux qui ne voient que la surface de l'iceberg médiatique. C'est le langage des politiciens qui promettent tout à tout le monde. C'est celui des figures médiatiques qui s'adaptent au vent dominant. C'est aussi celui de certains mouvements qui se parent d'oripeaux de résistance, tout en servant des agendas bien plus obscurs. On appelle ça la langue de bois, mais en réalité, c'est une langue d'acier. Elle tord la perception, formate l'opinion et enferme les individus dans une cage narrative. Elle rassure avec des mots creux, endort avec des slogans, anesthésie avec des promesses. Le parfait exemple de double langage est illustré par tous ces films documentaires de pseudo-dissidents qui semblent dénoncer la pédocriminalité, les réseaux de trafic d'enfants, les vaccins, etc., et qui sont aveuglément salués par les complotistes comme des musts, des chefs-d'œuvre d'éveil et de réveil des masses qui toucheraient enfin un max le grand public. Ils ne voient pas la machine de guerre et ses intentions derrière le rideau de fumée des bonnes intentions. Ils visent au final à entériner et neutraliser tous ces faits, les canaliser, soit en faisant témoigner des opposants bien contrôlés, pro-virus, pro-vaccin, hors Covid, pro-test PCR, pro-Big Pharma, pro-ARNM, messager, pro-protéine spike, ou en occultant le principal, dénoncer les coupables nommément et contribuer à les faire traduire en justice concernant les réseaux pédophiles déjà bien connus de la juridiction maçonnique qui les couvre. C'est aussi une technique pour accentuer, augmenter leur niveau de torture et leur emprise toute puissante, l'emmener à un degré différent en révélant leur méthode, divulguer ce qu'ils nous font via leurs agents missionnés pour le faire, alors qu'auparavant, ils camouflaient et censuraient un maximum tous ces sujets. Plus de gens savent ce qui s'y intéresse, juste assez pour faire croire que tout va bouger. Tant que ce sont leurs propres réseaux qui divulguent l'information sur ces mêmes réseaux de trafic d'enfants, ils en permettent la diffusion, tout en mettant en scène une censure de leur diffusion, tout comme ils mettent en scène leur arrestation ou menace. Ces francs-macs sont de vrais acteurs du chaos et de l'horreur. C'est aussi inquiétant, ça veut dire qu'ils n'ont plus aucune crainte qu'on vienne les chercher pour les dézinguer, ni en justice, ni en personne, avec des tribunaux populaires de citoyens qui seront toujours aux abonnés absents.
On va citer parmi ceux-là, pour la pandémie Covid et aussi les réseaux pédocriminels, Pierre Barnerias, la trilogie Hold Up, Hold On, Hold Out, qui défend la thèse du méchant virus Coco échappé d'un labo à Wuhan pour encore et toujours faire perdurer cette croyance dans les virus. Il est réalisateur aussi du film Les Survivantes, avec des témoignages d'anciennes victimes d'abus pédocriminels. Xavier Azalbert, le patron de François, a fortement contribué à populariser ses efforts de diffusion grand format. Xavier Azalbert, l'un des 2 grands lobbyistes de l'IHU d'Alain Mérieux et parrain du syndicat jaune des opposants contrôlés. Toujours sur les réseaux de trafic d'enfants, Sound of Freedom, côté américain. Sound of Freedom est un film produit en 2022 qui sortira dans les salles de cinéma le 4 juillet 2023. Sound of Freedom est porté par des figures elles-mêmes perçues comme profondément compromises. Tim Ballard, ancien agent de la CIA, présenté comme héros médiatique qui entretient des liens troubles avec des sphères d'influence opaques. Et Carlos Slim, magnat milliardaire mexicain dont les financements, notamment via des fondations et réseaux de pouvoir, alimentent une architecture globale dissimulée. Ces acteurs autour du film sont intégrés à des structures d'influence allant de l'appareil sécuritaire aux élites politico-financières, ce qui rendrait le film suspect d'être un outil narratif plutôt qu'un acte de libération. Sound of Freedom est un outil d'opposition contrôlée. Il fabrique un choc émotionnel autour d'un mal absolu pour orienter la colère publique vers des sauveurs déjà choisis, dont Trump, présenté ici comme un messie fabriqué. Le schéma est simple, problème, réaction, solution. Le film ne libère pas, il conditionne. Il ne dénonce pas le système, il l'accompagne. Voici une vidéo courte sur la divulgation contrôlée de ces réseaux pédocriminels. L'algorithme des réseaux sociaux nous bombarde de sujets sur les francs-maçons, les élites, la pédophilie, les trafics. Pourquoi? Pourquoi maintenant? Regardez autour de vous. Chaque jour, un nouveau scandale éclate. Des affaires de pédophilie, de trafic humain, de corruption à grande échelle, des élites exposées, des réseaux dévoilés, et pourtant rien ne change. Autrefois, ces vérités étaient cachées. Aujourd'hui, elles sont mises en lumière. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont plus besoin de se cacher. Parce qu'ils sont en train d'imposer leur vision du monde, leurs règles, leurs valeurs. Et vous avez remarqué une chose étrange. L'algorithme des réseaux sociaux met en avant ces sujets. Vous tombez sur des vidéos qui parlent de franc-maçonnerie, d'élites corrompues, de pratiques occultes. Vous pensez que c'est un hasard? Non. Ils veulent que nous sachions. Ils testent nos réactions. Ils veulent voir jusqu'où nous pouvons tolérer l'intolérable. On banalise tout. Les guerres, la souffrance des femmes et des enfants, les sacrifices, les scandales politiques, la corruption, les élites intouchables. Regardez bien. On diffuse l'horreur en boucle, mais jamais pour punir les coupables. Non, c'est pour nous y habituer, pour nous faire accepter que c'est ça, notre nouveau monde. Même les francs-maçons ne se cachent plus. Oh, ils ont leur compte TikTok, oui, ils font des blagues sur leurs rituels, ils s'exhibent sans crainte. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il n'y a plus rien à craindre. Le système est verrouillé. Le nouvel ordre mondial n'arrivera pas, il est déjà là. On ne le combattra pas, on nous l'imposera. Et on nous forcera à l'accepter, non pas par la force, mais par la banalisation. Nous sommes en train d'être conditionnés. Ce n'est pas un hasard si nous voyons tout ça aujourd'hui. Ils veulent que nous sachions, mais surtout que nous ne réagissions plus. Les scandales vont s'accumuler, la vérité sera dévoilée. Mais la seule chose qui changera, c'est notre seuil de tolérance. Et un jour, tout cela deviendra normal. C'est ça leur plan. Idem pour les avocats qui montent des dossiers n'ayant aucune chance d'aboutir par vice de forme, etc. et qui garantissent qu'aucun réel procès ne puisse avoir lieu tout en faisant croire aux dissidents que quelqu'un est en train de régler le problème pour eux avec l'argent de leur adhésion. Toujours la même méthode, les fervents croyants de faux espoirs se sentent rassurés et retournent dormir avec le sentiment du devoir accompli sur le long terme, c'est-à-dire jamais. La secte, la table des 700, alias la table des vérités, créée le 18 novembre 2020 par Gérard Camberlin et Richard Boutry,
Christian Cotten, cette personnalité contestée, est considéré comme un activiste pro-secte et stratégique. Sa société de formation continue a été mentionnée dans le rapport Brard de 1999, Les sectes et l'argent, pour ses liens supposés avec la scientologie. Le sujet de l'agent double virologue grand spectacle, imbu de lui-même, avec un ego de la taille de sa complicité avec les lobbies pharmaceutiques, Didier Raoult, excellemment exposé par Alain Scholert, est un vrai cas d'école à ciel ouvert d'hypocrisie blattante et affichée, car il est toujours vénéré, respecté et cité par d'innombrables pseudo-réveillés et éveillés qui font toujours semblant de n'avoir pas saisi son rôle d'enfumeur patenté. Ce Raoult entraîne dans son sillage toute une flopée de faux résistants qui font toujours la une des réseaux du syndicat jaune, les opposants contrôlés et donc faux messagers de la vérité ou vrais messagers du mensonge, avec des personnages comme Louis Fouché, Christian Péronne, Jean-Dominique Michel, etc. Le but ? Toujours faire croire à la validité du méchant Covid, même si des millions ont compris l'arnaque, de celle des dangereux virus sauvés par la secte eugéniste pasteurienne, donc valider les vaccins hors celui du C19 et nous emmener vers la version française du MAHA de Trump aux US, en Europe. Rendre l'Europe en meilleure santé, en empoisonnant les peuples à mort et en les stérilisant. Des gestes symboliques et signes maçonniques de ces odieux personnages adeptes de la traîtrise suprême qui doivent signifier publiquement leur appartenance à leur maître franc-mac ne nous trompent pas quand on sait les percevoir, les identifier comme autant d'aveux de complicité à la secte fourbe, même plus dissimulée dans la Macronie exacerbée en toute impunité. Le MAHA européen, Make Europe Healthy Again, le MEHA, est présenté par Louis Fouché et Christian Péronne, deux des plus influents parrains du syndicat jaune. Didier Raoult a-t-il exprimé des regrets quant à ses prises de position sur cette injection expérimentale incertaine ? Suite à cette question essentielle posée par Deconnect Jason, c'est son pseudo sur Twitter X, Alain Scholert s'est permis le commentaire suivant en étendant le spectre de la question à l'ensemble des actions scandaleuses assumées par le prétendu médecin résistant marseillais. Jamais la moindre excuse n'a été exprimée par Didier Raoult. Le médecin retraité, Raoult, n'a jamais exprimé le moindre regret, ni la moindre excuse pour avoir fait la promotion agressive des injections de garde d'asile sur les ados, appelé à faire sanctionner les lanceurs d'alerte qui dénoncent les graves effets de ce poison anti-HPV, fait la promotion des injections obligatoires de l'antigrippe sur les soignants, appelé à faire injecter le vaccin contre la grippe sur les enfants pour protéger les anciens, appelé à faire injecter plus de 15 millions de citoyens contre le Covid, dont les centaines de milliers de jeunes femmes désireuses de porter un enfant alors qu'ils le savaient dangereux pour elles, avoir terrorisé les femmes enceintes en leur disant qu'elles étaient plus en danger que d'autres personnes face au gros vide, alors qu'ils ne disposaient d'aucune étude indépendante démontrant cette ineptie, avoir fait la promotion de l'utilisation massive des tests et de l'isolement des personnes testées positives, même sans symptômes, avoir omis de rappeler lors de ces centaines de déclarations publiques qu'il était en conflit d'intérêts avec les industriels Mérieux et avec la transnationale Eurofins Biomnis au cours de la pandémie de tests qui a rapporté des milliards d'euros à ces industriels. Déguisé en médecin résistant, Didier Raoult continue, malgré ce qui précède et qui est parfaitement démontré, par exemple dans les publications d'Alain Scholert, vidéo à l'appui, à être soutenu par l'ensemble du syndicat jaune, c'est-à-dire par Christian Péronne, Xavier Azalbert, Sylvano Trotta, Louis Fouché, le haineux, et son club de scientifiques dépendants de l'IHU des industriels Mérieux, Idriss Aberkane, le franc-mac, André Berkoff, le sioniste, Clémence Zemmour et Knafo Oudiakova, Jean-Dominique Michel, Richard Boutry et leurs complices de la fausse dissidence. Pour le syndicat jaune, quand c'est le médecin Didier Raoult, en conflit d'intérêt avec le réseau des industriels Mérieux, Merck, Pfizer et Moderna, qui dit que ces vaccins obligatoires sont efficaces et ne présentent aucun risque, ça passe crème. Voir l'extrait vidéo. Moi, je n'ai pas de religion thérapeutique. J'essaie de trouver ce qu'il y a de mieux. On trouve aussi que les gens qui sont vaccinés, parmi la moitié chez qui nous avions sur 15 000 personnes sur qui nous avions toutes les données, meurent moins que ceux qui ne sont pas vaccinés. Et ça, c'est vrai. Dans tout ce qui est proposé, essentiellement, il n'y en a qu'une qui réellement... Ariane Bilran
Normalienne française, psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie que j'ai interviewé plusieurs fois, a écrit cet article très parlant sur le mouvement des messagers infiltrés pour tromper, l'opposition contrôlée ou le syndicat jaune. Il existe bien une opposition fabriquée et contrôlée. Ariane part du constat qu'un pouvoir autoritaire ou totalitaire peut anticiper la résistance populaire et la fabriquer ou la contrôler. Elle qualifie cette résistance autorisée de syndicat jaune, un terme emprunté à la tradition syndicale mais ici détourné. Ce syndicat ne défend pas les intérêts des travailleurs mais sert le pouvoir en place. Les fonctions du syndicat jaune, canaliser les colères. Ce syndicat jaune regroupe les mécontentements dans une seule opposition apparente mais sûre pour le pouvoir. Orienter les revendications vers des sujets sans danger. Elle explique que les revendications portées par cette opposition contrôlée peuvent être des sujets superficiels, l'heure de pause, le menu du repas à la cantine, plutôt que des actions réellement menaçantes pour le pouvoir. Cartographier les opposants. En concentrant les gens dans cette opposition autorisée, le pouvoir peut identifier et classer les dissidents dangereux pour mieux les neutraliser. Les stratégies de manipulation, la médiatisation. Ariane évoque la stratégie de créer des leaders charismatiques, cultivés, intelligents, qui seront valorisés dans les médias comme des figures de résistance crédibles, alors que derrière eux, il y a une totale manipulation. L'infiltration, elle décrit des techniques d'infiltration. Des agents du pouvoir peuvent prendre des postes stratégiques dans cette opposition pour manipuler de l'intérieur, recueillir des informations, cartographier les opposants ou semer la division. Le chantage. Elle évoque aussi l'idée que certaines personnes sont tenues par des dossiers ou menaces pour participer à cette opposition autorisée. S'ils ne se soumettent pas, leur sort sera bien pire. La substitution. Ariane parle de la création de figures avatars, des leaders médiatiques qui ressemblent à la résistance, mais qui orientent le message vers un non-agir, une opposition inoffensive, des slogans attrayants, mais qui ne remettent pas en cause les sphères de pouvoir. Les menaces et l'intimidation. Des tactiques d'intimidation peuvent être employées, contrôles fiscaux, fermeture de comptes, harcèlement, menaces, voire agression pour faire plier des opposants ou des agents infiltrés s'ils menacent de dévoiler la manipulation. Elle suggère que l'opposition intègre, véritable dissidence, peut être effacée ou marginalisée quand elle devient gênante pour ceux qui contrôlent cette résistance autorisée. Le but ultime, la finalité de ce syndicat jaune est double. Donner l'illusion d'une opposition crédible et large tout en neutralisant ou en identifiant pour neutraliser les véritables résistants ou dissidents intègres. Elle met en garde contre une révolution ou un renversement qui peut être faussé. Même si les chefs de cette opposition semblent contestataires, ils peuvent en réalité travailler pour le maintien du système en jouant le rôle de fausse rupture. Un bel exemple ici en vidéo, le franc-maçon Michel Onfray qui appelait à vacciner nuit et jour. Combien le considèrent encore aujourd'hui comme un dissident au pouvoir central alors qu'il passe souvent sur les chaînes d'infos mainstream ? Je suis très heureux de voir les Français revenir un peu à la raison et vouloir se faire vacciner. Je trouve ça formidable parce que, en gros, la chose est très simple, c'est ou le confinement ou la vaccination. On est vacciné ou confiné. On peut pas dire on veut les deux ou on veut pas les deux. C'est-à-dire que les gens sont contre les vaccins et puis après ils râlent parce qu'il n'y a pas assez de vaccins. Bon, donc je me dis il va falloir choisir un peu ce qu'on souhaite. Et moi qui suis un enfant de l'école républicaine, j'ai appris Pasteur, j'ai appris la génération spontanée chez Aristote, etc. Enfin, normalement on devrait connaître tout ça. Et maintenant les gens y vont très bien. Je suis très heureux. Sauf que je nous dis quand je vois un papy qui essaie de bricoler son rendez-vous sur Internet, qui obtient ça après avoir passé la journée sur son clavier, etc., et qui ne peut pas être vacciné, je me dis mais c'est pas possible. Si vraiment on veut que tout reprenne et tout le monde doit vouloir que tout reprenne, je veux dire les commerçants, les bistrotiers, les restaurateurs, les concertistes, tout le monde a besoin de reprendre le travail. Eh bien, il faut vacciner massivement. C'est-à-dire, c'est nuit et jour, c'est non-stop. Comme ça n'est pas le cas et que ça n'est pas encore non plus une question de politique de santé, eh bien on dit faites-vous vacciner, puis quand les gens arrivent en disant on voudrait se faire vacciner, on dit ah bah il y a plus, il y a pas. Et on voit Castex dire nous sommes prudents, nous allons lentement, nous avons choisi de nous hâter lentement. On se dit mais enfin on plaisante quoi, c'est-à-dire que depuis le début c'est sottise sur sottise et les Français commencent à comprendre. La fausse dissidence et les oppositions contrôlées, donc les messagers missionnés pour tromper, tuent et achèvent les citoyens assiégés par leur volonté naïve de confier leur destin à des meneurs d'opinion corrompus. C'est une certitude documentée et avérée factuellement. Un système de domination efficace ne craint pas l'opposition, il la fabrique.
Les fausses dissidences, les figures de résistance trop visibles pour être honnêtes, servent à canaliser les mécontents vers des impasses parfaitement balisées. Pendant que l'attention se focalise sur le théâtre de l'opposition, le système véritable poursuit sa route dans l'ombre, intact. Ce phénomène est visible dans le champ politique, mais aussi spirituel, médiatique et social. Les gourous, les faux prophètes, les leaders messianiques et les partis miracles ne sont que des relais d'un grand jeu de polarisation où le message est toujours secondaire face au messager. La puissance occulte des mots dans le message, c'est une prise d'otage de la pensée. Le facteur majeur de l'ascendant du messager sur le message est le suivant. C'est l'emprise des mots sur la perception, linguistique et cognitive. Le langage n'est pas neutre, il structure la pensée. Selon l'hypothèse de relativité linguistique, la manière dont nous percevons et interprétons le monde dépend fortement des mots et des structures grammaticales que nous utilisons. Nommer, c'est faire exister. Donner un nom à une chose la fait émerger dans notre conscience collective. Ce mécanisme explique pourquoi des concepts inexistants auparavant peuvent soudain influencer la société dès qu'ils sont nommés ou popularisés hors contexte d'effets Mandela en plein dans la novlangue orwellienne, par exemple fake news, deep state, intelligence artificielle, on va pas se mentir, ghosting, blurring, programmation prédictive, etc. Le même fait peut paraître positif ou négatif selon le mot choisi. Parler d'intervention humanitaire ou de guerre ne provoque pas la même réaction émotionnelle, même si l'action est identique. On efface comme ça toute notion d'ingérence belliqueuse dans les campagnes génocidaires et guerrières de nations qui combattent l'axe du mal en allant bombarder des millions de civils pour leur apporter et non imposer leur concept de démocratie, les innombrables guerres d'ingérence américaine dans le monde, les horreurs d'Israël à Gaza, etc. Répéter pour imprégner. Un mot ou une formule répétée suffisamment deviennent une réalité psychologique, un phénomène utilisé en propagande, publicité et rhétorique politique. La symbolique et l'impact culturel de l'orthographe. To spell, épeler et jeter un sort. En anglais, le mot spell a un double sens. Épeler une lettre après l'autre ou jeter un sortilège. Ce n'est pas une coïncidence isolée. Dans de nombreuses traditions, prononcer ou écrire un mot est perçu comme un acte de pouvoir. Dans les traditions anciennes, Égypte, Grèce, tradition hébraïque et médiévale, connaître le nom véritable d'une chose donnait un pouvoir sur elle. Le mot incantation vient du latin incantare, chanter dans, une façon d'imprégner la réalité de l'intention verbale. Dans la rhétorique moderne, cela survit sous des formes plus subtiles, slogans, mantras publicitaires, storytelling politique. Quand vous épelez, to spell, vous activez un mot. Quand vous jetez un sort, to cast a spell, vous orientez une perception. La frontière entre les deux se brouille dès qu'un discours est intentionnellement construit pour envoûter, séduire ou manipuler. Les symboles de magie noire et Trump, MAGA. MAGA, le slogan de Trump, Make America Great Again. MAGA est le plus haut degré de l'église de Satan, de Seth. MAGA veut dire mage, magicien. Church of Satan, l'église de Satan, est fondée en 1966 par Anton LaVey. Les membres de la prêtrise sont les porte-paroles de l'église de Satan. Ils sont prêtres, resp prêtresse, magister, resp magistrat, magus, resp maga. Les membres de la prêtrise forment le Conseil des Neuf, le corps décisionnaire de l'Église, l'ordre du trapèze. Magus, du latin magus, magicien, mage, sorcier, prêtre chez les Perses. Magus, c'est le grand prêtre. Magus pour le masculin et maga pour le féminin. Définition latine pour maga, mage, magum, magique. Maga à l'envers, maga, c'est agam. Agam en hébreu signifie remplir le marais. Mare, bassin troublé, marais troublé ou boueux, sombre. Comme ils se foutent de nous, nettoyer le marais. Trump est le grand prêtre et mage et utilise la magie, la sorcellerie, je dirais plutôt, sur les masses. La magie noire des discours détournés est une manipulation psychologique généralisée.
Certains discours utilisent cette puissance de façon stratégique ou malveillante dans une logique de contrôle cognitif. L'inversion sémantique, employer des mots positifs pour des réalités négatives, par exemple protection pour désigner une surveillance intrusive. Cela neutralise l'esprit critique. L'exemple flagrant, ce sont tous ces false flags et psyops morbides et sanglantes en apparence pour faire peur à la population et leur justifier un système de flicage des citoyens. Pour votre sécurité illusoire, vous n'aurez plus aucune liberté. La magie noire des discours détournés est une manipulation psychologique généralisée. Certains discours utilisent cette puissance de façon stratégique ou malveillante dans une logique de contrôle cognitif. L'inversion sémantique, employer des mots positifs pour des réalités négatives. Par exemple, protection pour désigner une surveillance intrusive. Cela neutralise l'esprit critique. L'exemple flagrant, ce sont tous ces false flags et psyops morbides et sanglantes en apparence pour faire peur à la population et leur justifier un système de flicage des citoyens. Pour votre sécurité illusoire, vous n'aurez plus aucune liberté. L'identité numérique en est l'ultime outil de contrôle. Planète 360, Jordan Peterson prévient, l'identité numérique ouvrira la voie à un régime totalitaire si complet qu'il ferait passer 1984 de George Orwell pour un pique-nique. En Chine, si une caméra vous surprend à traverser en dehors des clous, le système d'identité numérique vous condamne automatiquement, retire l'amende de votre compte bancaire et fait baisser votre score social. Et si ce score tombe trop bas, vous ne pouvez plus acheter une boisson à un distributeur, ni prendre le train, ni même quitter votre ville de 15 minutes. Ce que Peterson décrit n'est pas un futur hypothétique. C'est le modèle qui inspire déjà les technocrates occidentaux. Sous couvert de sécurité et d'écologie, il prépare un système où chaque geste, chaque mot, chaque achat devient une donnée sanctionnable. Un monde où l'erreur n'existe plus parce que la punition est automatique. L'hypnose linguistique, les rythmes, répétitions, formules vagues ou paradoxales peuvent créer une transe douce, facilitant l'acceptation d'idées sans analyse rationnelle. Les appels aux dons pour tout, en boucle, toute l'année, le sang, les organes, le cancer, Pasteur, le labo empoisonneur, les jeux d'argent à la télé dans chaque émission avec des noms de gagnants invérifiables et parfois ridicules, l'auditeur ou le téléspectateur est constamment sollicité et mis en état de transe hypnotique malsaine pour donner son énergie, son fric, son sang, son attention. La charge émotionnelle, des mots forts déclenchent des émotions puissantes, peur, colère, espoir, qui court-circuitent le raisonnement logique. Les meurtres ou les événements violents et sanglants, catastrophes soi-disant naturelles, qu'ils soient scénarisés ou réels et programmés, rien n'est jamais anodin. Le sang, les larmes, les tendances politiques, la victimisation constante de certaines populations ou idéologies malsaines de pouvoir sur autrui, soit par la culpabilisation ou l'exclusion. Exemple de doctrines utilisées: sionisme, talmudisme, wahhabisme, satanisme, néonazisme, les jésuites du Vatican, etc., qui accrochent en boucle l'émotionnel du public qui daigne s'émouvoir à la moindre annonce, afin de se nourrir et capitaliser sur l'énergie de consentement induit et trompé de la masse à la ramasse, la manne de ce Truman Show sans foi ni loi, ni authenticité. L'ingénierie sociale fonctionne comme la publicité. Des slogans comme « Just do it » ou « Je suis Charlie », recyclés dernièrement depuis le false flag de Charlie Hebdo pour Charlie Kirk, deviennent des mantras d'action qui façonnent des comportements de masse. Les mots sont chargés pour leur propagande politique. Des formules comme guerre contre le terrorisme ou sécurité globale ou alerte sanitaire comme le gros vide et ses divers variants aux noms ridicules tels que Frankenstein, la grippe aviaire, la grippe porcine, le chikungunya, etc. légitiment des mesures liberticides et la tyrannie de surveillance et de flicage de masse, voire d'empoisonnement généralisé, comme on a pu le vivre et le vivons encore et toujours. Sur les réseaux sociaux, on assiste à un bombardement permanent de hashtags et de mots viraux, de formules putaclic qui amplifient les émotions collectives et les réactions des suiveurs et redéfinissent rapidement le sens des choses.
Les sectes et les idéologies extrêmes, le mouvement New Age ou galactique bien luciférien, l'alliance militaire Q factice pour sauver le monde des méchants, s'en servent à outrance aussi pour retenir leurs ouailles captives. Formules répétées, manichéisme lexical, réécriture des mots usuels pour remodeler le monde mental des adeptes. L'ambiguïté contrôlée, c'est laisser un message ouvert à plusieurs interprétations qui crée une zone grise propice à la projection du public. Un procédé fréquent dans les discours extrêmes ou sectaires. C'est cette utilisation du langage pour envoûter la pensée collective que certains qualifient symboliquement de magie noire verbale. Moralité, en guise de conclusion sur le degré de toxicité de ces messagers de la parole inversée, plus vous passez des heures à tenter de déchiffrer ou de gober de façon hypnotique les informations manipulées par des messagers mal intentionnés, payés par nous, les contribuables, que ce soit les opposants contrôlés ou les médias officiels qui vous mentent H24, BF Merde, LCI, Connews, France Infox, etc. À chaque minute, heure, journée que vous passez à écouter et visionner ces messagers du malheur et du mensonge, même d'un œil ou d'une oreille, vous vous empoisonnez, vous intoxiquez, vous piétinez votre semblant de libre arbitre déjà bien entamé, vous vous éloignez volontairement de la moindre vérité argumentée, factuelle, confirmée par vos recherches aux abonnés absentes. Comme article de référence incontournable sur la puissance occulte des mots et du langage, je vous recommande celui de Wayne Bush, intitulé « Orthographe, nous éplons des mots pour prononcer une peine ou un terme de prison ». En anglais évidemment. J'ai proposé un travail d'analyse des paroles inversées dans mon émission avec Wayne Bush en 2018 qui semble également pertinent pour cet article. Wayne Bush sur DTV, invocation, inversion de paroles et expérience de lecture, comment les mots à l'envers peuvent transformer notre réalité. Inversion de paroles, une fois joués à l'envers, de nombreux mots ont un sens différent. Comment les mots à l'envers peuvent transformer notre réalité. Expérience de lecture de l'autre côté du miroir. Tout est détaillé à l'écrit sur la page de Wayne, en anglais bien sûr. Interview par Mark Gray, Speech Reversals. Pour sortir du brouillard, il suffit d'utiliser le discernement comme arme de résistance. La première victoire contre cette mécanique n'est pas spectaculaire, elle est intérieure. C'est la capacité de distinguer le contenu du contenant, le message du messager. C'est refuser de se laisser hypnotiser par le ton, le charisme ou la mise en scène pour revenir à l'analyse des faits, des contradictions et des actes. Cela ne veut pas dire croire aveuglément à l'inverse de ce qui est dit. Cela signifie redevenir un sujet pensant et non un simple consommateur de récits scriptés. Le destinataire est à la fois la cible du messager et du message. Les modalités d'action et les caractéristiques occultes et efficientes du messager et du message face à ces possibilités ou risques ou menaces, comment le destinataire peut-il se prémunir? En conclusion, il nous faut reprendre la maîtrise du sens des mots et des actes, comparer la sphère privée et publique de chaque messager qui vous semble important. L'attitude dans la vie quotidienne du messager est-elle conforme au message public qu'il diffuse? Ses actes viennent-ils appuyer son discours dominant? Ses allégeances, ses connivences, ses fréquentations, ses mentors et ses cercles privés correspondent-ils à l'influence qu'il souhaite exercer publiquement? S'est-il contredit auparavant? A-t-il changé de direction, de discours au gré du vent de la girouette médiatique? Et comment le justifie-t-il? Est-ce que ce message fait partie de mouvances occultes habituées à nous tromper en affichant des symbolismes et des signes maçonniques par exemple, comme les frères Latruelle qui doivent toujours montrer leur appartenance d'une façon ou d'une autre à un moment durant leurs apparitions publiques, poignées de main, gestuelles, écharpe rouge, cravate rouge, conférences en loge, etc. Exemple, Michel Onfray, Dieudonné, Abercane, etc. Le monde est saturé de narrations concurrentes, de récits fabriqués, de discours soigneusement construits pour provoquer des réactions immédiates. Et tant que nous confondrons le messager avec le message, nous serons prisonniers de ces récits. Il est temps de regarder derrière les mots, de décortiquer les masques, d'observer le théâtre au lieu d'applaudir les acteurs. Ce n'est qu'alors que la communication cessera d'être une arme contre nous pour redevenir un outil d'émancipation. Afin de sortir de l'emprise, quels sont les antidotes possibles? Pratiquer le bon sens verbal, questionner les mots employés, qui les emploie et pourquoi. Décoder les cadres rhétoriques, comprendre la structure derrière la formule. Élargir son vocabulaire, plus on dispose de mots, moins on dépend des cadres imposés par d'autres. Observer ses émotions. Si un mot déclenche une réaction forte, c'est souvent qu'il a été calibré pour cela, dans l'intention de produire du louche,
c'est un trigger, un déclencheur émotionnel. Les mots et les intentions dont ils sont chargés sont des sortilèges jetés à notre perception. En résumé, les mots sont des vecteurs d'énergie cognitive et émotionnelle. Mal utilisés, ils peuvent enfermer la pensée. Bien employés, ils libèrent et éclairent. La coïncidence entre spell et sortilège traduit une intuition universelle. Parler, c'est agir sur la réalité et donc sur les consciences. Platon disait « Si tu veux contrôler le peuple, commence par contrôler sa musique ». Dans La République, un dialogue didactique par excellence, La République expose le versant le plus célèbre de la pensée. Comme un certain messager politique récent et corrompu qui parlait de « celui qui a les micros est en position de force pour commander », sous-entendu les autres qui n'avaient aucune exposition médiatique, fermez vos gueules. C'est d'ailleurs le même principe dans la fausse dissidence, les pseudo-têtes d'affiche résistants qui sont des agents infiltrés pour canaliser la moindre révolte et basculement ou détourner l'attention des vrais sujets qui fâchent. Les plus en vue sont boostés par les algorithmes au service de la matrice, du système. Les pseudo-têtes d'affiche résistants qui sont des agents infiltrés pour canaliser la moindre révolte et basculement ou détourner l'attention des vrais sujets qui fâchent, les plus en vue sont boostés par les algorithmes au service de la matrice, du système. La machine de guerre derrière eux les aidera à produire des conférences, des vidéos, des discours savamment structurés, financés, élaborés et marketés, afin d'attirer et rassembler un maximum de suiveurs, de fervents, de croyants, prêts à les défendre bec et ongles, tellement ils sont sous l'emprise de leur secte ponctuelle ou leur sac de promesses et leurs projets officiels sur le long terme. Certains s'affichent en mouvement politique. Pour les reconnaître, ils ont tendance à se produire ensemble, former des clans de messagers qui pensent pareillement. Généralement, ils sont peu parasités et harcelés par la censure, sauf quand ils la mettent en scène pour se victimiser et paraître aussi authentiques que ceux qui rament niveau visibilité avec leur vérité dérangeante. Problème, réaction, solution. Ce schéma simplifié de la dialectique hegelienne est utilisé dans certains discours politiques ou stratégiques comme suit. Problème, thèse, créer ou mettre en lumière une crise ou une menace. Réaction, antithèse, la population réagit. Peur, colère, demande d'action. Solution, synthèse. Les autorités ou décideurs proposent une solution qui, souvent, était planifiée à l'avance ou sert certains intérêts. C'est la base même de l'analyse des stratégies de manipulation de l'opinion publique. Un schéma utilisé en boucle via des mises en scène pour les médias, financés par les États et les politiques. L'Open Society de Soros, la CIA, le Mossad, le FSB, le MI6, la DGSE, la NSA, etc., avec des acteurs de crise et même des sociétés spécialisées qui les emploient. Une vraie stratégie militaire pour la guerre contre les peuples et surtout des récits scriptés à l'avance pour justifier l'injustifiable sans questionnement ni rejet de notre part. D'où ces false flags et psyops avérés, révélés dans l'histoire et aujourd'hui de plus en plus faciles à détecter avec l'IA à toutes les sauces, mais pour un temps seulement. Voici un exemple typique. Citons un scénario qu'on observe à chaque fois que les gouvernants souhaitent serrer la vis aux citoyens au niveau liberté et comportement. Problème, annonce d'une forte insécurité dans les rues. Attaque low cost à l'arme blanche, il y en a toute l'année, mais ils en choisiront une seule à monter en épingle et médiatiser à outrance. Réaction, la population exige plus de sécurité, ou plutôt les médias lui suggèrent que c'est ce dont elle a besoin. Solution, instauration de mesures de surveillance renforcées, liberticide, un état policier qui fliquera surtout le citoyen ordinaire et pas directement les vrais criminels en liberté et au pouvoir central et pyramidal. Le destinataire des messages de ces messagers, dont une partie est réellement de bonne foi et souhaite l'informer pour changer la donne et améliorer cette réalité sordide, peut se prémunir des mauvaises intentions d'une bonne partie d'entre eux en suivant cette feuille de route ou checklist que je suggère en conclusion. Identifier les incohérences et contradictions chez le messager et son message, ses paroles et ses actes. A-t-il toujours suivi le même fil conducteur dans son discours ou dit-il tout et son contraire en enchaînant des prises de position paradoxales ou en s'alignant avec les dernières tendances, des pitchs à la mode pour racoler des suiveurs? Est-ce que son comportement privé correspond à son discours public? Sa bonne foi est-elle questionnable? Le messager utilise-t-il un pitch dupliqué chez d'autres en boucle, comme les discours copiés-collés entre hommes politiques? Cède-t-il de façon exagérée de l'IA, la grande tendance actuelle, pour asseoir ses arguments et écrire ses discours et textes presque au complet? Le messager cherche-t-il des clients, et donc par là même suite à un objectif purement mercantile? Identifier avant tout son parcours spirituel, politique, occulte,
ses cercles de fréquentation, son historique d'ascension à son statut, à qui, à quoi le doit-il, quelles réelles idées et mouvances veut-il véhiculer, a-t-il des angles morts cruciaux, ce que tout OPC opposant contrôlé montre à tous les niveaux? Ce qui devrait définir notre capacité d'observateur à discerner, c'est clairement donc de ne pas confondre, mélanger, noyer systématiquement le message et le messager, comme beaucoup le font à tout prix. Soit ils le font par naïveté, soit par complicité délibérée, par mimétisme idéologique aveugle, par inconscience, par dépit et par désespoir de trouver un leader, un sauveur, un gourou, un maître à penser, montrant ainsi leur incapacité à penser par eux-mêmes et décider de ce qui semble authentique, véridique, de bonne foi, dans les meilleures intentions pour eux-mêmes et le collectif. Les beaux messages peuvent être et sont souvent diffusés par n'importe qui, dans l'optique d'être captés par un public prêt à coller et vénérer leurs diffuseurs qui leur racontent ce qu'ils veulent entendre. C'est le propre des beaux parleurs, politiques, acteurs, poètes, auteurs, musiciens, religieux, gourous, prophètes et menteurs professionnels de tous les horizons et d'une mauvaise foi à toute épreuve. Il est essentiel de savoir distinguer le vrai messager du faux, tout comme les personnes authentiques vraies, sans arrière-pensée de tromper leur prochain à des fins abusives, ni d'enrôler des membres dans leur mouvement sectaire, ou de vous coller une étiquette ou vous enfermer dans une boîte à penser en vous obligeant à choisir un camp vérolé, tout comme le camp d'en face qu'ils prétendent combattre. Le réel danger de cette langue de bois, en acier trempé et trompeur, de ce double discours, c'est de retarder le moindre effort de réelle libération du joug de la prédation, c'est de nous faire perdre du temps et nous perdre sur des voies sans issue, avec des faux sauveurs abominables et pervers, nous empêcher de nous organiser en nous divisant en partis, clans, mouvances, idéologies, afin que le haut de la pyramide ne soit jamais inquiété ni attaqué par un collectif efficace non infiltré. C'est bien pour cette raison qu'il n'y a aucune réelle opposition officielle organisée contre les gouvernants. Ils jouent tous aux chaises musicales, cachant leur Rolex devant les caméras. Ils sont tous frères 3 points dans les loges et font tous semblant de s'opposer de façon superficielle aux mesures difficiles à faire passer au peuple, diminution des retraites et de nos droits et libertés, alors qu'au bout du compte, ils sont missionnés pour laisser faire et faciliter les décisions de ces mêmes lignées de pouvoir dominantes, mondialistes et occultes à tendance pédosataniste. Les mots, leur tactique rhétorique et langue de serpent bien huilée avec réponse à tout et son contraire, prolongeront la confusion et l'inversion jusqu'au bout du bout, afin d'asseoir leur agenda vénal et malfaisant coûte que coûte, et quoi qu'il en coûte. Je rappelle l'objectif de la prédation, c'est de nous enfermer dans leur prison technologique et digitale malsaine, sous prétexte de nous faciliter la vie, de nous sécuriser, de nous protéger de la peur des attaques de chimères scénarisées, peur de la mort, de tous les cas de figure et dangers plus débiles et infantiles les uns que les autres, fausses pandémies, pollution, éco-anxiété, cyberattaques et harcèlement, crash économique, guerre, etc. Vous n'aurez plus à réfléchir par vous-même, on s'occupe de vous, ou plutôt nos data centers et nos algorithmes s'occuperont de vous et de votre note de crédit social. Je tiens à vous signaler ce système AGI-ASI, un plan obscur pour la suprématie technologique à vocation génocidaire. Le plan AGI-ASI dénonce un agenda planétaire visant à instaurer une suprématie technologique totale sur l'humanité. Les intelligences artificielles avancées couplées aux biotechnologies, à la 5G, 6G et à la robotique quantique formeront une matrice de contrôle planétaire. Ces systèmes prétendument intelligents serviront à manipuler les pensées, les émotions et la biologie même des individus. Derrière le masque du progrès se cache un projet de déshumanisation globale, transformant l'homme en simple extension du code. Le document, qui en atteste, accuse les élites politico-financières et les géants de la tech d'orchestrer ce basculement vers un nouvel ordre machinique et technocratique. L'AGI et l'ASI seraient les instruments d'un génocide silencieux, effacement culturel, eugénisme algorithmique, destruction du libre arbitre. Les lois sacrées et les conventions internationales seront piétinées au profit d'une science sans conscience. Le transhumanisme est présenté comme la religion du futur, un culte du métal et du réseau, supplantant le divin. Ce texte appelle à une insurrection spirituelle et morale contre cette idolâtrie de la machine. Seule une humanité éveillée, unie dans la connexion à sa conscience, la dignité et la lucidité, pourrait encore déjouer ce plan de domination algorithmique totale. Alors, vous vous sentez prêt à vous unir
au moins entre quelques petits groupes de personnes de bonne volonté authentique, pour démasquer les messagers qui nous bernent à longueur d'années, de siècles, et déconstruire ce système pyramidal infernal pour stopper l'assimilation, la fusion de l'humain conscient et réel à la machine? Alors, vous vous sentez prêt à vous unir, au moins entre quelques petits groupes de personnes de bonne volonté authentique, pour démasquer les messagers qui nous bernent à longueur d'années, de siècles, et déconstruire ce système pyramidal infernal pour stopper l'assimilation, la fusion de l'humain conscient et réel à la machine? Vous n'en avez pas assez de servir de chair à canon et d'être catalogué, confiné dans des cases à penser, étiqueté par des agents Smith, dans cette simulation morbide, ce jeu de télé-réalité et ferme à louche pour distraire et nourrir ces entités exo-humaines? Il serait temps de le montrer réellement alors, plutôt que de suivre le courant du confort factice ou des messagers corrompus chargés de vous faire perdre votre temps, vos repères de la moindre vérité et de vous éloigner de votre véritable essence en vous poussant à jouer et rejouer et tourner en rond dans cette matrice de recyclage qui fait souffrir et jamais apprendre ni évoluer.